le silence est le papier sur lequel les morts écrivent leurs mots d'amour aux vivants. Cette phrase est tirée du nouveau roman de Isabelle Sorante, Médusa, un roman dans lequel son art d'entremêler les destins des morts et des vivants est, je pourrais dire, à son apogée. Isabelle Sorante est romancière, essayiste, elle se dit passionnée de mythologie, de transmission transgénérationnelle, de poésie comme acte de résistance. Donc je vous propose un entretien avec Isabelle Sorante où il sera question de transmission, où il sera question de sorcières, où il sera question d'addiction et de folie rationnelle et comment la magie sympathique peut y répondre, et où il sera question de cet incroyable tabou qu'est la puissance spirituelle des femmes. Je suis très contente qu'on arrive à mener cet entretien. Ça fait quelques années que ça me travaille, ça fait quelques années que je suis ce que tu écris, aussi bien tes romans que tes essais, que tes chroniques, puisque tu as été pendant près d'une dizaine d'années chroniqueuse sur France Inter, et j'écoutais aussi avec beaucoup de plaisir. Donc vraiment, bienvenue et contente qu'on puisse faire ça toutes les deux. Merci Marie-Laurence. J'aimerais aujourd'hui qu'on aborde plusieurs thèmes qui traversent tes écrits et ton œuvre, et commencer peut-être par ce rapport au passé tout particulier que tu as, ce passé qui vient s'entremêler finement au présent, les morts qui viennent réveiller la vie des vivants, si je puis dire, mais aussi ce mélange entre les rêves, la vie nocturne et la vie diurne. Cette manière que tu as de dissoudre ces frontières, hein, qui sont probablement très artificielles, mais ces frontières qu'on a créées entre différents niveaux d'existence, eh bien, toi, dans tes romans, dans tes essais, ça vole, ça se dissout, hein, ça vole en éclats, et notamment, ça traverse le complexe de la sorcière, on le retrouve dans La femme et l'oiseau, mais notamment dans ton dernier roman, Médusa, qui est paru en 2024 chez Lattès. Eh bien, Médusa s'ouvre carrément sur la mort de la jeune héroïne Marianne, un événement qui va venir, qui va amener chacune de ses proches à réinterroger son existence. Et voilà, je voulais savoir comment tu définirais cette écoute du passé qui traverse tous tes écrits finalement. En fait, je crois qu'il y a quelque chose pour moi dans une forme de réalisme magique, tu vois, qui est très, donc c'est-à-dire écouter les morts, comprendre qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération, donc une mémoire qui n'est pas la nôtre à l'intérieur de notre mémoire finalement, hein, qui est la manière dont se transmettent les traumas transgénérationnels. Je crois que le réalisme magique, c'est-à-dire de temps en temps faire parler les morts, ou qu'il y ait ou faire parler les animaux, ou des figures non humaines, alors qui ne sont pas omniprésentes, mais qui peuvent arriver dans le roman, c'est une manière qui me semble plus juste pour décrire le monde des traumas et de la violence, notamment quand ça arrive à des jeunes, des enfants ou des jeunes gens, parce que la violence faite aux femmes ou aux enfants, et la violence tout court, place dans un monde mythologique, en fait, presque malgré soi. Et donc, je crois que quand on utilise finalement, le réalisme magique, c'est du réalisme pur et dur quand on pense à notre monde intérieur, au trauma des enfants, etc. Donc je crois que tout ce qui est mythologie, tout ce qui est rêve, me semble une manière plus juste, quoi, de dire par exemple, je ne sais pas, de dire la folie, de dire le viol, de dire des choses comme ça, que juste dire « Ah bon, voilà, j'étais déprimée, j'ai eu un trauma ». La deuxième chose, mais ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en écrivant, tu vois, qui n'était pas vraiment volontaire, bon, c'est que moi, toute ma lignée maternelle, c'est des femmes sicilo-tunisiennes qui avaient un rapport très fort à la mystique et donc au réalisme magique. Donc sans doute que j'honore mes ancêtres en faisant intervenir un élément finalement non européen, non occidental dans mon travail d'écriture. Et je crois que c'est aussi une manière de résister à ce qui nous arrive en ce moment, et encore plus en ce moment précis, où on voit bien qu'il y a toute une élite technocratique
d'extrême droite qui arrivent pour définir nos identités, de dire que l'identité n'est pas ce qu'on croit, on n'est pas des petites variables économiques, on n'est pas juste... l'identité, c'est pas un petit machin quelque part entre nos deux oreilles et derrière nos yeux. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste, où on entend les voix de nos ancêtres, etc. Donc je crois que c'est aussi pour moi un acte de résistance à une manière étriquée de définir nos identités. Voilà. Je suis très contente que tu parles de ce monde technocratique, de cette vision étroite de nos identités, parce que ça me fait tout de suite penser à Addiction générale, qui est le premier livre en fait que j'ai lu de toi, qui est un essai, qui est paru en 2011, toujours chez Lattès. Et ça a été vraiment un choc pour moi, la manière très précise et je dirais incontestable dont tu décris avec force détail le paradigme de cette pseudo-logique qui consiste à nous faire vivre sous l'emprise des chiffres. Tu écris dans Addiction générale, nous vivons sous l'emprise d'un calcul permanent et plus loin, et ça c'est vraiment très, très fort, tout se compte avant d'être perçu. Et il y a vraiment là une scission qui s'opère entre d'un côté le calculable, le comptable, le rentable, tu en parles très bien dans Addiction générale, mais qui nous coupe du ressenti, de l'émotion, de l'expérience même. J'avais fait une enquête de 9 mois dans des élevages industriels et des abattoirs et je n'arrivais plus à écrire de fiction. J'étais complètement traumatisée, en fait, il faut le dire, mais je ne me rendais pas compte, par tout ce que j'avais entendu de la part des porchers, par tout ce que j'avais vu. Et je me disais, en fait, donc j'avais fait l'enquête en 2008, 2009, 2010, donc ça s'était un peu échelonné. C'était pas une époque, à l'époque il y avait L214, mais qui était encore tout petit. Et donc c'était pas une époque où comme aujourd'hui, on était sensibilisé à la souffrance animale. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir découvert un monde infernal, des villes infernales aux portes de nos villes, et que je n'arrivais pas encore à en parler. Je sentais qu'il fallait faire une fiction parce que, en fait, la fiction, c'est l'émotion. Il y avait déjà des travaux faits par des super sociologues sur la souffrance au travail des porchers ou des personnes en abattoir. Donc je me disais, je ne vais pas refaire ça. Et par contre, qui racontera leurs rêves? En fait, dans 180 jours, par exemple, je raconte vachement leurs rêves. Bon, mais là, à cette époque, j'en étais pas là. J'étais en train de me dire que si j'arrivais pas à écrire ça, je n'écrirais plus jamais. Mais il y avait une scène qui m'avait particulièrement frappée quand j'étais dans un des élevages, donc celui où j'ai passé le plus de temps et où j'étais en double avec plusieurs porchers. C'est qu'à un moment, il y avait un animal qui était un porc, quoi, mais qui était en train d'agoniser d'une manière horrible. Il était malade et franchement, ses cris étaient affreux, on voyait qu'il souffrait. Et il y avait un paradoxe dans les élevages, c'est que souvent, les personnes qui vont achever les animaux, c'est en fait les plus gentils. C'est-à-dire moi, si j'avais envie que cet animal meure tellement il souffrait. Et en fait, les autres n'y arrivent pas. Mais souvent, il y en a un qui va... Bon, mais là, j'étais avec quelqu'un qui, ce jour-là, n'arrivait pas, avait envie de ne pas entendre. Et je lui dis, mais pourquoi on ne s'arrête pas parce qu'il y a des armes, en fait, pour tuer les animaux. Pourquoi tu ne l'achèves pas? Regarde, il souffre, etc. Et là, en fait, il y a un moment d'égarement et il me dit, écoute, voilà, si je m'arrête, je vais perdre tant de minutes. Si je perds tant de minutes, ça veut dire que je n'aurai pas engraissé. Et c'était un mec super en plus. Donc, je veux dire, ce n'est pas du tout pour le critiquer. Hein. C'est juste pour dire que tout à coup, il m'a fait un super calcul mental pour m'expliquer que si s'arrêtait 10 minutes, un quart d'heure, enfin, ça prend quand même du temps pour achever l'animal qui était en train qui allait mourir 3-4 heures plus tard. Pour l'achever, en réalité, il allait perdre tant de temps, que tant de temps, ça voulait dire tant de salles qu'on n'aurait pas le temps de faire, ça voulait dire tant d'animaux qui n'allaient pas être engraissés, ça voulait dire tant de kilos de viande à la fin à livrer à l'abattoir, et ça voulait dire tant de manque à gagner, et que donc ça ne plairait pas aux directeurs et aux actionnaires. Et là,
ok, je dis rien. Enfin, moi, j'étais déjà en double, un peu en mode spy, enfin, en mode détective sauvage, donc je n'allais pas dire. Mais je réalise... En double, ça veut dire que tu accompagnais oui, le porcher voilà, dans tous ses travaux voilà, le long c'est de la ça. journée. Il m'avait déjà vachement admis, etc. Donc, je dis rien. Et je réalise, mais en fait, ce qui m'a vachement sidérée, c'était qu'au moment où il m'a fait tous ces calculs, d'un seul coup, pour lui, ça allait mieux. Oui. C'est-à-dire qu'il est passé de l'effroi qu'il partageait avec moi, parce que c'était quand même horrible, enfin dur, quoi, où tout d'un coup, en ayant fait tous ces calculs, c'était comme s'il avait pris un breuvage magique ou une drogue, un petit shoot, et que là, ouf, d'un coup, je me sens anesthésiée, on peut passer à la suite. Et en fait, j'ai réalisé que on faisait tous la même chose à des degrés divers, c'est-à-dire que quand il y a une perception qui nous dérange, on ne va pas trop s'attarder. Et là, c'est une perception de vie ou de mort, et c'est pour ça que j'aurai toujours une gratitude immense envers ces porchers. Parce qu'en fait, c'est notre monde, il n'y a pas nous et ces villes animales, c'est le même monde en fait. En fait, j'ai réalisé qu'on faisait tout le temps ça. Qu'en fait, quand il y avait une perception dérangeante ou quelque chose, on se mettait à faire un calcul qui va un peu... Alors souvent, pour nous, ce n'est pas des questions de vie ou de mort. Ça va être de réduire l'incertitude, de dire ah, je ne suis pas sûre de mon coup, mais clac, 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 je fais un petit calcul de probabilité. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a sans doute des questions qui sont froidement calculées par certains gouvernements quand ils vont calculer les coûts d'une guerre, les coûts de laisser une population être malade ou mourir de faim, quoi. Donc je réalise que c'est en route et qu'il y a une forme d'addiction dedans. Et c'est comme ça que j'ai écrit Addiction générale, parce que c'était la seule chose que j'étais capable d'écrire à la sortie de cette expérience. Et donc, où je développais cette idée que c'est une espèce de drogue. Et après, je crois que ça m'a aidé à... En fait, la poésie, la fiction est plus requérante. En fait, je parle pour celui qui le fait. Parce que dans un essai, si on dit, je dirais, une forme de vérité logique, enfin, moi, je suis pour le rationnel, pas pour le rationalisme qui me semble une sorte de folie furieuse. Donc, quand j'ai écrit par exemple Addiction générale, je pouvais être dans un état complètement en vrac psychiquement et l'écrire quand même. Alors que dans une fiction, c'est pour ça que je trouve que je dis souvent à mes élèves d'atelier que l'écriture de fiction, c'est un métier magique, quoi. C'est comme un miroir magique, même si on ne parle pas du tout de soi, ça nous reflète. Et donc très souvent, les blocages, bon, il peut y avoir des blocages parce qu'on se débrouille mal avec les personnages, mais je dirais que 90% des blocages, c'est en fait des choses de sa propre intégrité, soit qu'on est en train de métaboliser, dans le cas que je dis après cette enquête, soit des fois qu'un défaut d'intégrité va se voir et va nous bloquer, parce que la fiction mobilise les émotions. C'est comme si on était un peu en train de faire un don de nos émotions. On les met à travers les personnages, mais pour faire ça, il ne faut pas qu'il y ait de trop gros mensonges à soi-même. Alors que bizarrement, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai l'impression que quand on est dans de la pure pensée, on peut trimballer d'autres émotions dans son sac et ça va, on va pouvoir à peu près dérouler la pensée. Pour moi, la poésie est sans pitié, par contre. Mais ce qui m'a beaucoup impressionnée dans Addiction générale, justement, c'est que donc tu fais ce tableau sans concession, mais encore une fois assez incontestable de notre monde, des sociétés dans lesquelles on vit. Et tu proposes comme antidote à cette addiction générale la compassion. Et là, tu m'as prise de court parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est ça que tu proposes, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est la compassion pour toi Bien sûr, c'est marrant parce qu'à l'époque, j'appelais ça compassion. Et puis, plus de 10 ans plus tard, j'appellerais plutôt ça magie sympathique. Oui, je voulais y revenir aussi. En fait, je n'avais pas le mot à l'époque. En fait, je me disais, c'est ce petit élément de se mettre à la place de l'autre, ce petit saut, ce petit déplacement,
que du coup, dans les traductions de textes bouddhistes, souvent on va appeler compassion, mais qui en français a un élément religieux que je dirais presque en trop par rapport à ce que je voulais. C'est cette capacité de se mettre à la place de l'autre. Il y a des gens qui peuvent se mettre à la place de l'autre pour des très mauvaises raisons, pour les manipuler, etc. Mais je voulais juste montrer que ce petit saut quantique-là, où tout d'un coup on devient autre, qu'on fait tout le temps en lisant, parce qu'on s'identifie au personnage et en regardant des films, etc. Je crois que c'est là qu'est notre humanité, en fait. Je crois que c'est là que c'est le cœur de notre conscience. Et que quand on arrive à faire ça, on est sauvé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, comme on parle d'addiction générale, moi ça me fait penser vraiment aux élevages et aux abattoirs, parce que c'est l'endroit où j'ai commencé à l'écrire. Souvent, par exemple, les porchers, moi, que j'avais rencontrés, ils faisaient plein de bénévolat. Ils allaient être pompiers ou s'occuper, être dans leur conseil municipal, etc., alors qu'ils avaient déjà vachement de boulot. Et c'était une manière instinctive de, je pense, activer cette capacité de se mettre à la place de l'autre, que forcément, quand on rentre dans des lieux comme ça, on doit désactiver. Absolument. Pour ne pas devenir fou. C'est comme la guerre, en fait, donc on est obligé. Donc il l'a réactivé. Et en fait, je crois que donc aujourd'hui, j'appellerais plutôt ça la magie sympathique, que je trouve un terme plus précis. Que tu empruntes à Marguerite Yourcenar, c'est bien ça, et que tu révèles dans ce que je qualifierais peut-être d'un des plus beaux livres que j'ai lus sur la compassion, qui est L'Instruction. L'Instruction est sortie en 2023 chez Lattès. L'Instruction. Et vraiment, quand je dis ça, je pèse mes mots. Je ne m'attendais pas non plus à ça, parce qu'en plus, à chaque fois que tu sors un livre, c'est une nouvelle aventure pour tes lectrices, hein, sache-le. On ne sait pas où tu vas nous emmener. Là, on est en train de tracer des fils conducteurs finalement, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est tout à fait à neuf. Et alors dans l'instruction, c'est en fait une instruction bouddhiste que tu as entendue, qui est la suivante, que celui qui cherche une vie nouvelle se mette à la place d'un animal qu'on conduit à l'abattoir. Donc c'est une instruction bouddhiste traditionnelle. Alors j'en profite pour préciser que tu n'es pas bouddhiste et que tu n'appartiens à aucune sangha. Mais ce qui est incroyable dans ce livre, justement, et tu nous as beaucoup parlé des porchers, c'est que la proposition que tu fais, qui est d'un courage incroyable, c'est que cette instruction, tu vas la suivre en vrai. C'est-à-dire que tu vas vraiment descendre aux enfers, voir ce que c'est que d'être un animal, rencontrer cette souffrance énorme que tu as déjà évoquée, et ce que c'est que d'être un animal qu'on conduit à l'abattoir. Et je ne sais pas si tu sais, mais dans la tradition tibétaine, dans le bouddhisme tibétain, on voit ça notamment dans les livres de l'exploratrice Alexandra Davinel, donc du début du XXe siècle. Il y a des yogis, des grands yogis qui vont dans les endroits les plus épouvantables, les endroits qui les effraient le plus, les cimetières, les charniers, pour pratiquer la méditation. Et ça m'a quand même rappelé ça, hein. Et je précise bien que tu n'es pas bouddhiste et tu te revendiques d'aucune religion, mais c'était vraiment intéressant que tu en entendant cette instruction, tu aies cette idée de rapprocher de cette descente aux enfers. C'était irrésistible. C'est-à-dire que ça m'a transpercé le cœur. J'ai compris que c'était vrai et qu'il fallait le faire, en fait. Et du coup, je crois, parce que je cherchais un terme en français, donc la compassion au sens bouddhiste, je pense que c'est le bon mot, mais j'aime beaucoup le mot magie sympathique de Marguerite Yourcenar, qu'elle dit dans les notes des mémoires d'Adrien, où elle dit, ah oui, cette magie sympathique, elle dit, alors je vais la citer de mémoire, donc forcément pas tout à fait bien, mais elle dit un pied dans l'érudition et l'autre dans la magie, et plus précisément de cette magie sympathique qui consiste à se mettre à la place de l'autre. Et elle met magie sympathique en italique. Marguerite Yourcenar, qui était une grande maniaque sur les mots. Et j'aime beaucoup qu'il y ait le terme magie, parce qu'on revient à ta première question. Je crois qu'il faut vraiment, nous les Européens, les Occidentaux au sens large, les Européens et les Européens qui sont ensuite partis en Amérique, on a vraiment perdu quelque chose de l'ordre du respect de l'invisible et du respect de ce qu'on ne comprend pas,
je dirais quelque part au XVIe siècle, ce même moment où les sorcières sont brûlées en masse, ce même moment où on va coloniser l'Amérique, où on invente la race et où ensuite on invente la couleur quand on esclavagise les populations d'Afrique. C'est aussi le moment où nous, on s'ampute de la magie. Se mettre à la place de l'autre ne consiste pas à substituer sa subjectivité à la sienne. C'est ça l'anthropomorphisme, l'abus de pouvoir éternel de celui qui parle sur celle qui est privée de parole. Se mettre à la place de l'autre consiste à créer une image tremblante, furtive, qui n'est ni moi ni l'autre, mais notre échange de regards, le croisement imaginé de nos deux perceptions. Ce croisement est le lieu de la magie sympathique. Cette magie sympathique, là, cette compassion, suivant les bouddhistes, de se mettre à la place de l'autre, c'est réel, mais il n'y a pas de preuve. C'est ça qui nous gêne, nous les Européens. On a besoin pour que ça existe, qu'on puisse le prouver. Et en fait, on pourrait dire que toutes les expériences spirituelles, c'est un peu comme croiser le regard d'un animal. Il y a ceux qui vont vous croire quand vous dites « oui, j'ai croisé le regard de cet animal, je pense par exemple que cet animal est un saint ». Et il y a ceux qui vont dire « la pauvre Isabelle, elle est folle ». Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Et on a besoin du mot magie pour rappeler combien c'est gênant, je trouve. Compassion, on a si je devais vraiment dire pourquoi je préfère le mot magie sympathique, c'est parce que compassion, on a l'impression que si on est quelqu'un de bien, en gardant totalement le concept de l'identité tel qu'on l'a aujourd'hui, notre petit concept européen, en remettant absolument pas en question ce qu'on aurait peut-être perdu en colonisant, en brûlant, etc., on va pouvoir faire preuve de compassion. Or, je pense que non. Si on dit magie sympathique, alors là, on voit qu'il y a un petit effort à faire. Un petit effort de recollecter une partie de notre identité dont nous nous sommes amputés. Et donc, du coup, oui, c'est un peu gênant. Magie sympathique, ça nous échappe. Magie, mince, alors. Compassion, on se dit, si je suis quelqu'un de bien et tout, ben, ça va le faire. Magie, non, on ne sait pas. Et je crois que c'est plus juste. Et donc, du coup c'est plus juste, c'est plus difficile, il y a quelque chose qui nous échappe, mais c'est comme la réalité. C'est comme la matière, où en fait, même la matière qu'il y a dans l'univers, la plus grosse partie de cette matière, on ne sait même pas ce que c'est. Donc, c'est très naïf de croire qu'il n'y a que ce qui est visible qui existe quand même. C'est confondant de naïveté, mais pourtant, c'est comme ça qu'on voudrait nous définir. Il y a beaucoup de découvertes récentes sur la matière noire dont je n'ai aucune idée. Je serais donc bien incapable de répondre à la question de Liam et à la tienne. J'ignore ce qui donne sa forme à la réalité. Ce sont les légendes, dit la muse d'une voix si murmurante qu'elle ressemble à un sifflement. Ce sont les légendes qui lui donnent forme. C'est pourquoi les légendes ne doivent jamais être oubliées. C'est pourquoi elles doivent continuer à vivre et à muer. Car ceux qui n'ont plus de légendes n'ont plus de réalité. Ceux qui n'ont plus de légendes perdent leur forme et finissent par se confondre à ces trous dans l'univers où toute lumière est absorbée. Magie sympathique me parle, et puis il y a le côté sympathique qui, même si ce n'est pas dans ce sens-là, c'est sympathique parce qu'on rentre en sympathie, mais qui est un peu rassurant. Mais en même temps, pas tout à fait. C'est comme quand Jung, à un moment, il dit, quand il commence à définir le soi, à un moment, il se demande si le soi, il est si sympa que ça. Et je ne sais plus comment il le formule dans ma vie, mais il dit, à un moment, quand même, je me disais, le soi, est-ce qu'il est bienveillant, quoi ? Oui, il l'est, mais il n'est pas bienveillant, je dirais. Je crois que ces forces-là sont évidemment bienveillantes, mais ce n'est pas de la bienveillance qui va une fois qu'on fait des pactes avec des forces comme ça, elles nous demandent vraiment de nous transformer. On ne peut pas dire « Ah ben, je suis OK pour, on va dire, aller vers la poésie dans ce domaine-là, mais tu vois, là, par exemple, par rapport au passé colonial de l'Europe, je préférerais quand même que là, tu arrêtes mon intégrité, mais je veux bien qu'on la développe sur le féminisme, par exemple. » Ah ben non, en fait. Il va falloir la développer partout. Et je trouve que Magie sympathique, ça dit bien la chose. Oui. Ça dit la poésie, ça dit magie, donc on a un peu peur, et ça dit sympathique, en fait, c'est pour le bien. Voilà. Ça dit la poésie, absolument, tu as tout à fait raison. J'ai beaucoup aimé trouver grâce à toi, découvrir cette expression dans ton livre L'Instruction. Et
Ce que tu dis est vrai, et il y a aussi le fait que les termes compassion et bienveillance ont été tellement... alors compassion peut-être pour des raisons assez religieuses, hein, de sacrifice, et bienveillance pour des raisons managériales, ça a été tellement abîmé, ce sont des mots qui ont été tellement abîmés que c'est toujours, et c'est le travail des poètes et des romancières que de retrouver de nouveaux mots et de retrouver de nouvelles expressions pour qu'on puisse refaire à neuf cette expérience de lien en fait, hein, qui n'est plus forcément entendable avec des mots usés. Hein. Les mots s'usent aussi et on est obligé de... Et puis magie sympathique, ça ne pourra pas être récupéré par des entreprises, par exemple, parce qu'on va pas dire, bah, tiens, on va tous pratiquer la magie sympathique, là, ça, enfin, ou peut-être un jour, j'en sais rien, mais c'est difficile. Et puis aussi, ça honore pour moi, justement, je trouve qu'il y a aussi un lien avec ces femmes qui ont été brûlées au XVIe, au XVIIe. Je souhaitais y venir. Voilà, il y a un lien Absolument. avec toutes ces arrière-grand-mères qui se sont quand même sacrifiées sur l'autel de la Renaissance, quoi. Enfin, qu'on a sacrifié. Qu'on a sacrifié, hein. De la magie à la sorcellerie, en tout cas, ce que... certains êtres humains, nombre d'êtres humains et pas mal d'hommes ont qualifié de sorcellerie, ça nous amène à un autre de tes livres qu'on peut peut-être qualifier d'autofiction, tu es d'accord avec le terme, hein, qui est Le complexe de la sorcière. Très beau livre aussi qui m'a embarqué parce que tu y entremêles ton propre parcours d'enfant, de jeune fille, de jeune femme, cette écoute dont tu nous parles, cette écoute très active d'une inspiration, hein. Alors là, c'est pas la muse de Médisa, mais c'est cette vieille femme tapie dans un coin de ton bureau, de ton appartement, que tu écoutes jusqu'à vraiment l'entendre et jusqu'à comprendre qu'elle incarne quelque chose de ces sorcières qu'on a, comme tu le dis, brûlées, qu'on a, enfin, de manière absolument terrifiante et insoutenable, mise à mort. Tu mets à jour l'héritage indéniable, mais qu'on ne pense pas, enfin, qui pour moi a été peu pensé jusqu'à présent, l'héritage de cette terreur, de cette peur engrammée, hein, chez nos ancêtres et qui est toujours là. Mais oui, qui est toujours là, parce que tu vois, c'était une époque où j'avais lu et beaucoup étudié tout ce qui était transmission des traumas transgénérationnels, donc avec Anne Ancelin, Schoenberger, Jaime Zayeux, etc. Et j'avais été... En parallèle, je lisais des choses... Au début, je pensais écrire un roman sur les grandes chasses aux sorcières. Et quand je lis Jaime Zayeux, tu vois, des fois, elle va remonter sur des traumas qui remontent à 1300 et quelques, tu vois, au XIVe siècle. Et je ne vois pas de traces du tout Donc, elle donne des exemples historiques importants qui remontent avant, mais qui ont duré moins longtemps. Et j'étais surprise de ne pas avoir de traces quand même de 2 siècles et demi où les femmes ont été brûlées, torturées devant leur famille, donc avec l'impact... En fait, quand j'avais commencé ces recherches pour ce roman, je me rendais compte que ça me remuait tellement que ça prenait une autre direction, que je ne me sentais pas d'écrire une fiction, que donc j'allais parler aussi de pourquoi ça me remue à ce point. Et je me dis, mais là, c'est pas possible, il y a un impensé, quoi. Il y a quand même 2 siècles et demi où on a, alors peut-être pas, les chiffres sont, les historiens n'ont pas toujours les mêmes chiffres, si tu veux, sur le nombre de femmes brûlées. Mais ce qui est sûr, donc c'est peut-être 10 000, 20 000, des choses comme ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les femmes qui ont été arrêtées, soupçonnées, torturées, pas forcément brûlées, mais qui sont mortes ou qui ont été, dont la vie a été complètement ravagée par le fait d'une accusation, ça, il y en a eu énormément. Et avec ce côté que tout d'un coup, on instille à ces femmes, alors à quelques hommes, hein, à peu près, il y avait un accusé de sorcellerie pour 10 accusés, eux. Et d'ailleurs, on dit chasse aux sorcières, on ne dit pas chasse aux sorciers, donc c'est une des rares expressions, je crois que c'est la seule en français où le féminin va l'emporter. Donc, ça veut dire quelque chose sur le nombre. En fait, je me rends compte que ce qu'il y avait d'affreux, c'est que beaucoup de femmes accusées sous la torture, parce qu'elles étaient torturées horriblement, commençaient à croire que ce dont les inquisiteurs les accusaient était vrai. C'est-à-dire qu'elles commençaient à croire sincèrement, quand elles avouaient, que oui, même si elles ne s'en souvenaient pas, alors les témoignages sont absolument déchirants. Il
il y a des femmes qui étaient un peu les fortes têtes du village, ou qui étaient... Enfin, où c'était juste parfois des femmes dont il y a l'armée qui passe, il y a eu un viol, le mari a dénoncé le viol, et donc d'un seul coup, le juge local, il est copain avec les militaires, donc ils vont la faire accuser de sorcellerie. Enfin, des choses vraiment très injustes et très terre à terre, finalement. Et donc, en fait, ces femmes qui, au départ, elles ne sont pas contentes, quoi, elles sont en colère, eh bien, à la fin, au bout de 2 mois de torture, ou parfois moins, ou 1 mois, elles vont dire, bah oui, je ne m'en rendais pas compte, mais vous avez certainement raison. En fait, sans m'en rendre compte, je suis partie au sabbat, j'ai baisé avec le diable, etc. Et c'est ça, moi, qui me brisait le cœur, et c'est ça qui résonnait fortement, c'est-à-dire comment tout d'un coup, on adhère à la définition qu'un autre nous donne de notre identité. Et ça a résonné très, très, très fortement, notamment avec une expérience d'être le souffre-douleur de mon collège que j'ai eu, enfin de mon lycée, que j'ai eu pendant 4 ans, donc c'est long. Et je sentais que voilà, c'était pour ça aussi que j'étais touchée par ces femmes qui tout d'un coup devenaient la bête noire, c'est le cas de le dire, du village. Mmh. Et aussi, je pense que ça a été un vrai trauma pour nous, toutes, et pour les hommes présents. Par exemple, je ne le dis pas dans le complexe de la sorcière, parce que sinon ça aurait été 800 pages, mais par exemple, Kepler, sa mère avait été accusée de sorcellerie. Elle a été, je ne sais pas si elle a été torturée, mais elle a été emprisonnée. Et donc, lui, il a fait tout son possible pour la sortir de là, mais elle est morte de chagrin. Enfin, les gens mouraient, on dit de chagrin, mais en fait du choc aussi, je pense, de ce que ça représentait. Et ce que je me demandais aussi en écrivant le roman, c'est comment, mais quel impact terrible sur les frères, sur les maris, sur les filles, sur les sœurs d'ailleurs, c'était comme des malédictions jetées sur des familles. En fait, après, quand ils entendaient que leur mère avait dit que oui, finalement, elle avait peut-être été au sabbat sans le savoir, qu'est-ce qu'eux pensaient. Et du coup, ça m'a fait réaliser combien, et ce qu'il y a de fou, c'est réaliser que pendant ce temps-là, Descartes dit « je pense, donc je suis ». Donc il y a la partie, je dirais, masculine de l'Europe qui va se construire sur cette identité extrêmement rigide. Alors Descartes, je pense, est un grand homme, c'est un mystique, mais simplement sa philosophie a été beaucoup dévoyée. Absolument. On va dire qu'il a peut-être... Descartes n'était pas vraiment cartésien. Oui, c'est ça. Mais il n'a peut-être pas scellé la magie. Et du coup, on a pu comment dire, l'interpréter d'une manière extrêmement étroite. Et donc, pendant qu'il y a cette identité rigide et conquérante qui est en train de se construire, il y a en réalité pour la moitié de la population, à savoir pour les femmes, une identité qui ne se construit pas du tout sur les mêmes prémices et qui se construit sur des questionnements, qui se construit sur qui suis-je, as-tu été au sabbat, etc. Ce qu'il y a de fou, c'est de penser que qui suis-je, c'est par exemple la façon dont les hindous mystiques construisent l'identité, ou le Ramana Maharshi, ou des choses comme ça. Donc on a quand même une partie de l'Europe qui, sous la torture, est en train de construire son identité sur un questionnement et sur un doute. Alors malheureusement, ce qui arrive aux femmes accusées de sorcellerie n'est pas un questionnement sur l'Atman, c'est de la torture. Donc c'est un ébranlement. Et il faut penser que les générations d'après, elles ont très peur. Donc il y a une peur à jamais du contact avec la nature, du contact avec la magie, etc. Et c'est ce trauma, moi, je le mettais en lien aussi avec mon expérience de souffre-douleur, parce que c'est ce qui fait que quand je lis ces rapports historiques, je pleure, parce que j'imagine trop bien la douleur de ces familles qui, tout d'un coup, même les familles de la femme qui avait été tuée ou torturée, ils étaient à jamais exclus, c'était des parias. Et oui, c'est une autofiction, mais pareil, c'est une autofiction réalisme magique, puisque comme tu le disais, c'est aussi basé sur une vision d'une sorcière, où je crois au début que cette image va m'amener à un roman, alors qu'elle m'emmène presque à faire une autopsychanalyse avec la sorcière. J'ai vraiment eu l'impression, quand j'écrivais ce livre, que la sorcière était arrivée de son époque, du XVIe siècle, pour me psychanalyser à sa manière, et me dire, tu vois, tu viens aussi de là. Et je crois que c'est un héritage extrêmement important. Et oui, comme par hasard, il se joue quelque chose à ce moment-là.
C'est à ce moment-là que les inquisiteurs aussi disent qu'il n'y a que les ecclésiastiques qui peuvent rêver, que les songes sont le propre des hommes d'église, sinon ça vient du démon. Donc c'est à ce moment-là qu'on va se couper d'une connaissance autre, d'une connaissance plus chamanique, on va dire. On s'en coupe à ce moment-là, au moment où on définit la race. Voilà, il faut qu'on réalise d'où on vient, nous les Européens. La grande et dangereuse liberté spirituelle était celle que nous cherchions, à peine si nous en avions conscience au début des années 2000. Pourtant, durant des siècles et jusqu'à la génération de nos mères, les femmes qui se posaient des questions spirituelles, j'ai décidément un problème avec ce mot, comme si sa noblesse était réservée aux hommes et qu'il ne nous en restait qu'un vague parfum d'ambiance. Les femmes qui se posaient des questions spirituelles devaient entrer dans les ordres ou renoncer à se les poser. Et nous cherchions au milieu du tumulte. La vie quotidienne était notre forêt et non notre ascèse, car la question de faire coïncider la femme du dedans et celle du dehors est une question de sorcière. Chaque fois qu'une fille se la pose, quelque chose frémit dans l'obscurité. Un souvenir remue sous une cape sombre, comme si une transmission interrompue reprenait. Tu parles de la grande et dangereuse liberté spirituelle que représentait celle qu'on a qualifiée de sorcière. Et alors j'ai découvert assez récemment une petite pépite, État sauvage, d'Isabelle Sorante, un petit essai, moi je dirais un manifeste même, hein, je me suis dit c'est vraiment, voilà, il y a King Kong Theory, il y a Mes bien chères sœurs, et puis il y a État sauvage, et dans État sauvage, donc que j'ai découvert, que j'ai dévoré parce que c'est très court, mais alors là pour le coup tu parles vraiment de la spiritualité, tu dis même, rien n'est plus révoltant, plus contraire aux bonnes mœurs et au marketing, il n'y a pas de plus grand tabou que la puissance spirituelle des femmes. Oui. Est-ce que je peux te faire réagir sur cette bien sûr. Tu vois, j'avais oublié que j'avais écrit ça, mais je suis toujours d'accord avec tu vois, c'est marrant parce qu'on a parlé de compassion qui est devenue magie sympathique. Des fois, en fait, en fréquentant les personnages, en lisant des livres d'histoire, on change un peu de mots. Mais oui, là, je suis tout à fait d'accord. Alors, je ne l'entends pas au sens, tu vois, d'une puissance, je dirais, essentialiste, hein, mais c'est plus tout notre héritage de toutes ces grand-mères, de toutes ces arrière-grand-mères, donc héritage auquel les hommes peuvent se relier aussi. Mais en fait, c'est un héritage, pour moi, les femmes, c'est des guerrieras spirituelles, tu vois. Quand je voyais, d'ailleurs, je le raconte un peu dans le complexe de la sorcière, ce que j'aime chez mes amies femmes, c'est qu'on est obligé, en tout cas, pour nous, les questions existentielles, c'est une question de ne pas devenir folle, quoi. C'est-à-dire que le monde patriarcal, il faut quand même le dire, n'est pas fait vraiment pour nous. Donc, pour rester saine d'esprit, on est obligé d'aller chercher notre intégrité. Peut-être plus, tout simplement, que si on était dans une position plus privilégiée, où on pourrait se mentir à nous-mêmes sans gros impact. Mais en fait, dans notre monde, et pourtant, nous, les femmes occidentales, non racisées, on est des privilégiés. Mais malgré tout, si on manque d'intégrité, le retour de bâton est extrêmement violent parce que le monde dans lequel on vit est quand même fait pour nous aliéner et nous soumettre. Donc du coup, cette puissance, c'est une puissance de résistance où il n'y a pas le choix, parce que si on n'est pas habitué à réfléchir à l'addiction, à réfléchir aux troubles alimentaires, à réfléchir à cet inquisiteur intérieur qui nous dit qu'on ment, que la vérité c'est pas fait pour nous, si on est habitué en fait, c'est ça. Et donc du coup, ce que j'aime par exemple chez mes amies femmes, et c'est pour ça que l'amitié pour moi c'est une valeur très importante, eh bien c'est qu'on est entre guerrières, quoi. On est des guerrières pratiques, oui. Et cette puissance, elle vient pas c'est quelque chose d'expérimental, c'est-à-dire que très tôt, on est obligé de se débrouiller avec tout ça, alors que je dirais les outils, et même, moi j'ai fait une psychanalyse freudienne quand j'avais 28 ans. Bon voilà, je sentais que c'était pas, qu'il manquait quelque chose pour moi, malgré le fait que le psychanalyste était super, mais je sentais que cette histoire de masochisme et tout, j'étais pas convaincue quand même.
J'avais quand même l'impression que c'était une grosse entourloupe pour me dire qu'en fait, ouais, j'aimais qu'on me fasse du mal et pour que celui qui me fait du mal est tranquille, quoi. Et donc, je ne pouvais pas m'empêcher de réagir sur mon divan en disant que j'étais vraiment pas d'accord finalement. Et je pense que du coup, on est sur ça des guérilleras spirituelles. On est on est dans une spiritualité très très pratique parce que c'est ça où se coucher et mourir en fait. Donc oui, je crois toujours à ça. Oui. Dans État sauvage, hein, tu parles à plusieurs reprises du fait qu'on a un Dieu qui est pas de notre sexe, que bien des poèmes qu'on apprend ou qu'on apprenait quand on était petite à l'école étaient au masculin et que donc il y avait une petite fille qui récitait le sourire aux lèvres des phrases qui ne... Enfin, où elles étaient obligées de se mettre dans la peau d'un homme, en fait. Oui. Hein. Mais tu vois, malgré tout, on a un entraînement de l'esprit quand on est dans cette position-là. C'est ce que je dis dans État sauvage. Je m'étais rendu compte que les hommes n'ont pas, c'est qu'on a une grande souplesse. C'est-à-dire que nous, on lit quelque chose, tu vois, moi j'adorais les romans de Conrad quand j'étais ado. Je n'avais pas encore découvert Alexandra David-Nel dont tu parlais tout à l'heure. Mais du coup, je me mettais vachement facilement à sa place. On sait que notre identité n'est pas une espèce de petite marmite fermée avec un couvercle. On sait qu'on est traversé et mutable. Et donc ça, c'est une énorme force. Et je crois que, et on le sait parce qu'on est très très entraîné à le savoir. Et donc je pense que peut-être ce qu'il y a d'intéressant maintenant avec je dirais avec le féminisme, avec je dirais cet éclairage qui arrive. Finalement l'éclairage des personnes opprimées qui disent « Ah ben voilà, moi telle expérience, je ne l'ai pas vécue comme tu aurais voulu que je la vive ». Eh bien en fait, c'est que les personnes qui sont en situation, je dirais, de domination vont pouvoir avoir la chance de faire le même exercice, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre. C'est une chance en fait, il faut voir ça comme un entraînement de l'esprit. Je parle en plus très sérieusement, je ne fais même pas d'ironie. Je trouve que c'est une chance qu'on se renforce, etc. Donc, c'est bien. C'est-à-dire que, oui, les femmes sont très entraînées à se mettre à la place des hommes, à se mettre à la place de leurs amies femmes, etc. C'est une force, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, l'entraînement de l'esprit pour toutes et pour tous. Voilà, voilà.